La personnalité que vous allez rencontrer dans notre premier reportage est une personnalité attachante et que vous n'oublierez pas de sitôt. Les détenus de Bordeaux le considèrent comme un véritable saint, et pour cause. C'est son ministère depuis 28 ans. Il a été ordonné prêtre à 26 ans. La première place qu'il a prise, c'était à la prison de Bordeaux. Et toutes ces années-là, ce fut son seul ministère. Un sujet vraiment fascinant. La prison de Bordeaux, son aumônier, présenté par notre reporter, Gildor Roy. Oui, des fois, je m'en viens le matin, là, puis je dis, Seigneur, je m'en vais me faire convertir. Je m'en vais me faire convertir par les gars. Alors, vous avez l'impression à chaque C'est jour ici que je suis d'en évangélisé. sortir un meilleur Ben, homme. je me fais évangéliser en prison. Père Jean, moi, quand j'ai commencé à lire des documents sur vous, je me disais, mais comment est-ce qu'un curé peut accepter de vivre toute sa vocation dans ce qu'on pourrait appeler une paroisse de misère, vraiment, parce que vous n'avez pas de grandes facilités, vous n'avez pas de grands moyens ici. Sauf que soudainement, on se retrouve dans la chapelle ici, on trouve vraiment l'essence même, à mon humble avis, puis je connais pas ça, de ce que devrait être le rôle d'un curé dans une paroisse. Avez-vous l'impression d'avoir accompli, d'être près de l'essence de votre vocation? Parce que ma raison d'être ici, c'est l'amour. Moi, quand je me promène, souvent, je dis, Seigneur, je t'adore dans les personnes qui m'entourent. Ben oui, ce sont des tabernacles ambulants. Il n'y a pas de différence entre Dieu au tabernacle, Dieu dans sa parole et Dieu dans un robineux, une prostituée, n'importe qui, un député, un surveillant, n'importe qui. C'est le même Christ qui est présent sous un mode différent. Oui, la vie est drôlement faite. Nous autres, on vient du même village, on est nés dans le même village, on se ramasse à des places bien différentes, puis un jour dans notre vie, on rencontre le même gars qui est le père Jean. Ouais. Toi, là, ça a été quoi l'impact qu'il y a eu sur ta vie? Père Jean, écoute, c'est un bonhomme assez spécial. Je dois t'avouer que des bonhommes comme lui, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie. Et moi, ce qui m'a amené ici, c'est de quoi de très spécial. Moi, je le compare à une brise qui fait du bien une journée chaude d'été. Lui, il amène la douceur, l'amour, ici, qui est très dur à trouver ici, en passant. Là. À travers les murs, quand tu peux entendre le bruit, la violence, là, c'est pas évident, ça. Puis le Père Jean, lui, il a un don certain. Il est doué pour amener cet amour-là en dedans des murs. Il propage ça à travers les gars, puis je jurais des fois que c'est un des nôtres. Tout ce que vous faites est tellement collé à la réalité des détenus que le saint patron de Bordeaux, que vous avez vous-même canalisé, c'est un ancien détenu. Oui, c'est un gars qui a été exécuté ici à la Potence. La Potence est juste ici, là, au pied de la chapelle. Là, elle est encore existante. Alors, il a été exécuté au mois de... C'est écrit ici, le 22 juillet 1955, à 1h15 du matin. Ce qui s'est produit, c'est que la fête de la Toussaint est tombée un dimanche. Et puis, j'ai parlé aux détenus en leur disant que moi, je croyais qu'il y avait des saints partout et qu'il y en avait même dans les prisons. Et je leur ai raconté l'histoire d'Adrien. Puis j'ai dit, c'est un saint. Puis j'ai dit, on n'a pas allé le chercher ailleurs. Il est mort ici, ce gars-là. Il est mort ici, à quelques pas de l'entrée de la chapelle. Alors les gars, ils ont dit, Père, il ne pourrait pas être notre patron. J'ai dit, oui, pourquoi pas? Pourquoi il ne pourrait pas être notre patron? Alors, je leur ai demandé, j'ai dit, d'accord? Les bénévoles ont dit oui, les gars ont dit oui. Alors, j'ai dit, dorénavant, Adrien, ce sera notre patron. Alors, c'est comme ça qu'on le connaît. Saint-Adrien Lebeau. Saint-Adrien Lebeau. Et puis, une bénévole a fait Adrien, patron de Bordeaux, pris pour nous. Moi, j'ai vu des gars ici découragés, qui sont coupés les veines, ils ont tout fait. Puis le Père Jean était les voir, il a parlé avec eux autres, des bénévoles qui viennent à la chapelle. Puis les gars ont pu monter, ils ont poigné du moral, puis ils ont continué. Je vais vous montrer le tableau que vous voyez en l'air. C'est un tableau qui est fait de très longues... Il y a très longtemps qui a été fait. Malheureusement, je me souviens plus de la date, mais j'ai le petit papier parce que quand on a peint la chapelle, j'avais demandé qu'on relève la date. Et ça remonte dans les années 1930 à peu près. Ah ouais? Ah oui. Et si vous remarquez bien, l'ange a des gros bras. Alors très certainement que le peintre a profité, il a pris comme modèle des gars qui faisaient des poids haltères. Probablement. Alors, les anges, on les appelle... Un gars ici qui a assez de pouvoir, on dit qu'il y a des bras. Tu sais, on lui dit qu'il y a des bras dans la place. Alors, les anges ont des bras. Hein. On a vécu des belles affaires ici, hein? On a eu une discothèque.
Il y avait une discothèque où Oui, les oui, gars oui, allaient... oui, il y avait une discothèque, et puis il y avait de la musique, puis on va me dire à quoi c'est qu'il faut quand je sortais de là, c'est un peu sombre, par exemple. Il y avait assez de boucan là-dedans, les enfants. Ça vous affectait aussi? Ça nous affectait les borderines. Ça ici, c'est un tableau que des détenus de Belgique nous ont donné de la prison de Liège. J'ai un ami qui est aumônier, un ami jésuite qui est aumônier à la prison de Liège. Et c'est une toile qui a été faite par un détenu de cette prison. Et lui me l'a apportée. Je l'ai mise ici. Autrefois, elle n'était pas dans un cadre, mais à un moment donné, il y en a un qui l'a emprunté, un détenu qui l'a emprunté, qui l'a amené dans sa cellule. Quand je dis emprunté, c'est une façon de formation professionnelle. Oui, il l'a emprunté. Ouais, okay. Alors, je l'ai récupéré, mais pour être bien sûr qu'il ne l'emprunte plus, j'ai mis un cadre, parce que c'est plus difficile de rentrer dans un secteur avec le cadre. OK. Et la croix que vous voyez là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Un jour, les gars, ils ont dit, Père, on va la nettoyer, la croix. Alors, on a enlevé la croix de là, ils l'ont amenée au secteur académique, ils ont tout décapé le bois de la croix, et puis ils l'ont tout nettoyé, puis ils sont revenus ici, mais nécessairement, ils avaient enlevé le corpus sur la croix. Quand ils l'ont remis là, croyez-le ou pas, le corps du Christ est tombé à terre. C'était du terrazzo. J'arrive dans la chapelle, les gars étaient en train de balayer le corps du Christ. Il était en morceaux. J'ai dit, les gars, vous pouvez pas se le Christ. J'ai dit, c'est un vieux Christ qui date des débuts de la prison. J'ai dit, en plus de ça, il y a combien de gars qui ont prié devant ce Christ-là? J'ai dit, c'est pas possible, les gars. Vous pouvez pas jeter le Christ. J'ai dit, vous allez le refaire. Ils ont pris le Christ, tous les morceaux, la tête d'un bord, les bras de l'autre, ils l'ont ramené au secteur académique. Regardez, ils l'ont tout refait. Ils l'ont refait. Puis moi, je leur dis souvent, les gars, c'est l'histoire de notre vie. Des fois, on est tout en morceaux. On pense qu'il n'y a plus rien à espérer nous autres. Il y a quelqu'un qui nous ramasse, qui nous refait. Puis on devient des belles créatures, on devient des êtres ressuscités. Puis on est députés de la vie, tu sais. Alors, je dis, c'est ça. On nous ramasse, puis finalement, on nous refait. C'est un peu l'image de ce que ça donne. Moi, là, je te donne ça là, j'ai allumé une petite goutte de vide, là, tu sais. Je fais une tentative de suicide, je me ramasse dans ça là, j'étais attaché à mon lit, j'avais plus rien. Puis là, ben, j'ai mis une petite goutte de vie. C'est eux autres qui m'ont redonné de l'espoir, le goût de vivre, là, tu sais, vraiment, là, l'amour qu'ils nous donnent, là, ce monde-là, tu sais. Puis tu vois dans leurs yeux, là, puis dans eux autres, qui sont pleins d'amour, puis tout ça, là, ça m'a dit, bon, ben, Michel, là, tu vas rester tranquille, puis là, tu vas recommencer, puis ça repart à zéro. Vocation-là. Pas la vocation de la prêtrise, mais d'aider, de travailler avec les gens. Je pense que c'est un charisme. Je pense que chacun a son charisme. Vous avez votre charisme comme comédien, comme chanteur, tout ça. Bon, alors, mais on a chacun son charisme. Puis aussi, c'est un appel, de mot appel, j'aime pas ça. C'est un attrait que j'ai eu très jeune. Et souvent, quand je me regarde par rapport à ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais autrefois, dans les lignes de fond, je pense que je reste toujours le même. Vous savez, quand je suis entré, je vais vous confier quelque chose d'important. Quand je suis entré ici, en 69, j'ai un de mes frères qui était emprisonné ici, et jamais personne ne le suit. Jamais personne ne le suit. C'est la première fois que je le dis, ça. Wow. Jamais personne ne le suit. Et mon frère était emprisonné ici, il avait 40 quelques années. Il n'y avait qu'Aumônier qui le savait, et l'autre aumônier. Et bon, c'est une affaire qui est arrivée parce qu'il était alcoolique, et aujourd'hui il est décédé. Et il avait fait un vol de banque avec d'autres bonhommes, puis finalement il est sorti, puis en sortant, ça a été réglé, son histoire. Mais il était ici en prison. La première confession qu'il a faite, c'est ici, avec moi. Alors, votre frère? Mon frère, à moi, ici. Il y a des morts qui m'ont profondément bouleversé. Entre autres, je pense à un jeune qu'on avait ici, et puis qui, lui, voulait s'en sortir. La drogue était dans la drogue par-dessus la tête. Je l'ai dans mon petit cahier vert, justement. Que vous consignez tous ces décès sont consignés dans ici,
cahier ici, là, ça, c'est tous les décès sont consignés dans ce cahier-là. Ça va peut-être vous sembler un peu dur comme question, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu un registre de vos échecs? Est-ce que ça vous brise pas le cœur? Je ne dis pas que c'est des échecs. Non, je ne dirais pas que c'est des échecs. Je vais vous dire, moi, je ne suis pas ici pour réhabiliter les détenus. C'est eux, c'est leur affaire de se réhabiliter. Je suis ici pour les écouter, leur faire saisir une chose, c'est qu'ils sont aimés. Et si je peux être un visage de cet amour de Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu souvent des relations de personnes avec lesquelles ils ont vécu une relation où ils ont été aimés. Mais en même temps, je dis toujours, vous savez, moi, je crois dans la réhabilitation. Il y en a beaucoup de gars qui sont réhabilités, malheureusement, on n'en parle pas assez. Et je dis que s'ils ne se réhabilitent pas aujourd'hui, à un moment donné, le jour de leur mort, ils se réhabiliteront bien dans le cœur de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas parfois de la difficulté à réconcilier que le même Dieu d'amour que vous essayez de qui sauve, ou en tout cas qui aide, qui habite vos détenus, ce même Dieu d'amour a permis. C'est-à-dire, c'est pas lui qui permet nos libertés. Dieu ne permet pas le mal. Absolument pas. Saint-Pierre le dit clairement. Dieu ne permet pas le mal. Il y a nos libertés là-dedans. Chacun est libre. Nos libertés peuvent être poquées un petit peu, là, peuvent être un petit peu perturbées par des contingences de nos vies, mais il reste quand même qu'il y a des actes libres qui sont portés. Et moi, je dis toujours que Dieu est en souffrance dans chaque personne. Vous savez, quand Jésus dit pardonnez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, c'est extraordinaire ce qu'il nous demande comme chrétiens. Mais demain matin, on tuerait mon petit Félix. Je ne suis pas sûr qu'il irait me citer dans les bras de la personne, mais j'aurais besoin de prier beaucoup pour obtenir cette grâce du pardon. C'est arrivé, ça, Votre les gars ont Félix, pardonné. là, votre Félix, c'est le fils D'un ancien détenu. Oui. Et c'est rendu comme votre neveu. C'est comme un petit-fils. Parce que l'ancien détenu, c'est comme votre fils. Oui, il m'appelle Papy. Ah oui? Il m'appelle Papy. Vous confessez des détenus, parfois, qui se sont convertis, appelons ça comme ça, qui sont devenus des pratiquants, qui ont retrouvé une Ils ne sont pas certaine pratiquants forme à la de messe, foi. mais ils vont, Ouais, oui. non, Ils sont devenus chrétiens, entendons-nous là-dessus. Et par contre, vous confessez aussi d'autres, vous parlez à d'autres, vous savez très bien qu'ils vont récidiver un certain. Oui. Vous le savez, ça fait Oui, une puis il y en a trentaine qui sont encore dans le crime à l'extérieur. Ouais. Mais je leur dis toujours, et ça c'est clair, il faut que les règles du jeu soient claires. Je leur dis toujours, je ne veux cautionner aucune action mauvaise que vous pouvez faire. Je ne suis pas d'accord avec le mal qu'une personne peut faire, mais je vais être complice de tout le bien qui est en soi. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné? Avez-vous eu peur? Jamais j'ai eu peur. Jamais. Ça, je dois avouer que j'ai jamais eu peur. Ce que j'ai eu comme peur, c'est que j'ai eu des moments, des expériences. J'étais enfermé dans une cellule, dans la dernière cellule du bout, avec un malade mental qui jouait à la même chose avec moi, puis la porte est barrée. J'étais enfermé avec lui. J'ai été là-dedans à peu près 30 minutes avec lui. Je veux dire de quoi, quand je suis de là, j'ai eu besoin de ventiler à mon tour. Parce que là, il y a un gars qui est passé avec le balai. J'ai dit, veux-tu aller chercher le garde? Puis, pas ici. Le gars, il me dit, le canard, il dit ça. Je suis en train de dire au gars dehors, de surveiller pour pas qu'il y ait de garde qui vienne. Puis là, on l'a pris, on l'a sorti, on l'a amené à l'infirmerie. Je suis allé chercher un psychologue. J'ai dit d'abord prendre un café. Après ça, j'ai dit, j'ai amené un psychologue, on l'a pris. Il était complètement perdu. Ce gars-là aurait pu m'étriper. Il m'aurait retrouvé. S'il n'était pas là, le père Jean, Ah, ben là, ça serait une bordel. Là, ce serait il remplit une part importante de votre vie. Ah oui, il remplit une grosse part de notre vie. Je pense que ça serait... S'il arriverait quoi ici, au paysan, je pense qu'il y aurait une grosse émeute. Ah, c'est ça, on me demandait ça tantôt. S'il se faisait clairer, Ah ouais, là, ça serait le bordel. Bingo. Là, bingo, un gros bingo. Ah Ça, ouais. on le défoncerait. Ah ouais, le paysan, c'est comme une plante. tout le monde s'accorde à dire que vous êtes la flamme qui réunit toutes les mouches à Oui, mais c'est pas ça fait longtemps que je suis ici. Tu comprends? Ça fait longtemps que je suis connu depuis tellement d'années. Alors, dans les pénitenciers, je suis connu, je me promène sur la rue, beaucoup d'anciens détenus qui me voient. C'est bien sûr, ça fait partie des meubles, de la place. Mais je dois vous avouer, par exemple, que je n'ai pas perdu de ce acte. Quelle humanité, quelle personnalité remarquable. Nous allons en parler d'ailleurs dans quelques instants avec Guy Roy, après la pause que voici. Le temps est venu d'arrêter votre choix sur un logis
qui saura rencontrer toutes vos exigences au cœur même du centre-ville. Les résidences Albert Dimon veulent être pour vous ce lieu où vous vivrez une retraite bien méritée. Une visite vous convaincra. Les résidences Albert Dimon pour une vie des plus agréables. Côté gras vers le haut. Moutarde de Dijon, mon garçon. Faut pas le couvrir. Qui est aussi bien placé que votre mère pour vous conseiller? Qui? L'aide gourmet IGA, votre expert dans la préparation et la cuisson des viandes. Ses bons conseils vous suivent jusqu'à la maison. As-tu lavé tes mains, là? Quand tu penses conseil, IGA pense à toi. Comme mon chum Joe Chef. Regardez la cuisine. Puis les jumeaux dans la salle de bain. Un vrai champ de bataille et j'adore ça. Grâce à la formule améliorée du javelisant fantastique. Je fais de la recherche pour Dow, le fabricant du javelisant fantastique. Je peux donc affirmer que sa formule améliorée déloge les résidus de savon, enlève la graisse et tue les germes. Parole de scientifique. Et surtout de maman. Il est 2 fois plus pratique. Pour la cuisine comme pour la salle de bain, c'est le nouveau javelisant fantastique. Nous travaillons fort pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est l'histoire d'un gars qui veut dans sa vie tout soit bien. Qui veut que ça bouge, que ça bouge, que ça déclare. Qui veut que ça bouge, qui veut que ça frappe, qui veut que ça bouge et que ça déclare. 10 milliers de décibels en pleine face. Ça, c'est le goût des Doritos. Le goût le plus éclaté au monde. Yeah! Piscine Launier et le Club Piscine, une association qui fait de la vague en Mauricie. Piscine Launier, le supermarché de la piscine. Un pouvoir d'achat permettant d'offrir le plus grand choix d'ameublement de passion et des prix qui font sourire. Balayeuse automatique, hors terre $199, creusé $299. Algicide, concentration 15%, $5,99. Chlore HTH à partir de $39,99. Piscine Launier, c'est aussi un atelier de réparation ouvert à l'année. Et une tradition d'excellence construite sur le service, le choix et la qualité. Piscine Launier, boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. Le temps est venu d'arrêter votre choix sur un logis qui saura rencontrer toutes vos exigences au cœur même du centre-ville. Les résidences Albert Dimon veulent être pour vous ce lieu où vous vivrez une retraite bien méritée. Une visite vous convaincra. Les résidences Albert Dimon pour une vie des plus agréables. Bonsoir, Gilda. Bonsoir, M. Guy. Dans un premier temps, je pense que je vais vous demander vos impressions sur cet homme qui est le Père Jean. Ben, écoutez, je suis pas un catholique pratiquant et j'ai jamais rencontré de saint dans ma vie. Mais j'ai eu l'impression pendant cette journée-là, puis en voyant le reportage, que j'ai côtoyé quelqu'un qui pourrait être très près de la sainteté pendant ce reportage-là. D'ailleurs, il est perçu comme ça par les détenus. C'est un saint homme par les détenus. Ben, écoutez, dans les quelques entrevues que j'ai faites avec des détenus, quand tu as des gars, c'est des tops là, qui disent le Père Jean, c'est comme un vent de fraîcheur, d'été. Tu sais, Jacques, le gros Jacques, qui disait ça, puis l'autre, c'est une flamme. Alors, ces gars-là sont tellement affectés par l'amour qui se dégage du Père Jean qu'ils en deviennent poétiques. Ils en pensent assez quelque chose. Dans un monde très sombre que le milieu carcéral, c'est l'espoir, le Père Jean, pour ces gars-là. C'est l'espoir, c'est la lumière. Et une chose extraordinaire, c'est que son travail ne s'arrête pas quand il sort des murs. Il y a beaucoup d'anciens détenus qui continuent à le fréquenter après. Qui vont chez lui, qui correspondent avec lui, les aident à se trouver des jobs, à fonctionner dans la société. Alors lui, c'est 24 heures par jour. C'est pas quelqu'un qui punch le matin, puis quand il a fini, il a fini. Vous avez essayé de sonder sa motivation. Vous avez demandé, mais qu'est-ce qui vous motive de faire ça? Est-ce que vous avez cerné véritablement? Est-ce que c'est l'amour du prochain, le don de soi? C'est ça qui est inexplicable. Parce que passer 28 ans en prison... C'est plus que... Lui, c'est un attrait qu'il a, c'est une vocation, mais c'est plus que ça, parce que passer 28 ans, trouver des gars qui sont suicidés, il en a ramassé littéralement là, en morceaux, il n'y a rien qu'il n'a pas vu, ce gars-là. Et encore avoir cette flamme-là, c'est pour moi du domaine de l'incompréhensible, donc c'est une sphère au-dessus de la mienne. Ah. Vous avez semblé être surpris, autant que nous probablement, lorsqu'il a parlé patron, un criminel qui a été pendu et il a donné la permission au prisonnier de le mettre sur le mur, de le vénérer pour toute fin pratique. Ça vous a surpris, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Même, moi, je suis d'accord avec son genre. C'est peut-être choquant pour certaines personnes. Sûrement, mais il faut mettre les choses en perspective. Il y a une grosse désaffectation envers l'Église catholique, puisque c'est celle qu'on connaît le plus.
peut-être justement parce que l'Église, en tant qu'institution, a refusé à un moment donné de placer son dogme au niveau du peuple. Et lui a compris ça très rapidement. Il n'est pas question d'imposer des choses aux détenus puis de lui expliquer des mystères dans des termes qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors, si eux autres sont capables d'aimer grâce à un ancien détenu, ben mon Dieu, profitons-en puis utilisons-le. C'est un conduit vers Adrien Jésus. Lebeau, c'est un gars particulier parce que c'était un criminel dur. C'est le dernier à avoir été pendu, qui s'est converti et qui est devenu quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la religion, qui a une correspondance assez volumineuse sur sa conversion. Donc, c'est pas n'importe quel détenu qui a choisi. C'est quelqu'un qui est devenu très pratiquant avant de mourir. D'ailleurs, le père Jean a la correspondance de Saint-Adrien Lebeau, incluant la dernière note qu'il a écrite à la dame avec qui il correspondait quelques minutes avant d'être pendu. Et il nous a montré ça. On a eu le privilège de lire ça. Des choses extrêmement touchantes et troublantes. Parce que j'imagine que 15 ou 20 minutes avant d'être pendu, d'être exécuté, on se pose des vraies questions. Et on ne prend pas de détour. Et c'est ça. Et il a entendu d'ailleurs les confessions de criminels très célèbres. Il vous en a parlé. Oui, puis il m'a rapidement dit oui, puis je te dirai jamais rien. Alors, il a connu les Cotroni, les grandes familles italiennes, Jacques Messrine, Richard Blas. Il a confessé tout ce monde-là. Alors, il est porteur de beaucoup de secrets. De beaucoup de secrets, en effet. Et puis, il passe au travers de ça, c'est comme un ange. C'est la question qu'on doit se poser en regardant le reportage. Comment fait-il pour garder cette sérénité? Il y a un milieu dépressif, c'est bien Quand le il était milieu jeune, de le père Jean, adolescent, son père, ses parents allaient souvent passer la messe de minuit, la veille de Noël, avec les détenus. Alors, enfant, il a connu ça, lui. Aider les détenus. Il y a une partie de ça qui l'a inspiré, en quelque sorte, pour ce travail. Ça a dû le fasciner lorsqu'il était très jeune. Mais j'imagine aussi que ça doit être, quand c'est ça ta vocation, ça doit être extrêmement gratifiant parce que, évidemment, si le public avait pu voir tout ce qu'on a tourné avec lui, tout ce qu'il nous a raconté, c'était facile avec lui. On partait la caméra, puis quand la bobine était finie, on arrêtait. Ça moulait à parole. Oui. Mais il nous a raconté beaucoup d'histoires de gars qui sont réhabilités, de filles aussi, parce qu'il a travaillé avec des criminels là aussi, des prostituées. Il y a beaucoup de messages d'espoir. Il y en a beaucoup qui ont des jobs bien respectables, et c'est même surprenant, des fois, qui sont devenus des gérants, des administrateurs, des ci, des ça, et qui ont commencé à Bordeaux. Tu sais. Vous n'avez pas senti qu'il y avait un effort, au contraire, c'est naturel. Il semble adorer le travail, quoi. Sa récompense, lui, c'est de rendre le service aux prisonniers. Bien, t'as l'impression qu'il a hâte d'arriver le matin. Exactement. Et c'est pas juste avec les... Ce qui est particulier, c'est moi, je me disais, bon, c'est l'aumônier de la prison, j'imagine qu'il va être pro-détenu contre les gardiens, mais pas du tout. Il est respecté également par les gardiens, par l'administration. On a eu l'occasion de le rencontrer à tous les pays. Tout le monde l'aime et tout le monde nous dit la même chose de lui. Que s'il n'était pas là, ça irait bien plus mal. Et surtout avec les peu de budget qu'il y a dans les milieux carcéraux, il y a moins de services, il y a moins de soins. Alors, en aparté, on pourra même ajouter qu'il ne faudrait pas qu'un détenu le touche. Ça serait laid. Non, c'est recommandé d'être son ami. Oui, je vois qu'il est il a dit, je n'ai pas peur, je me sens en sécurité, et pour cause, l'amour qu'on lui porte. On est allé dans des cellules avec lui, il voulait me montrer quelques cellules, et puis moi, je me promenais avec lui. Je pense que j'avais pas le droit, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais en tout cas, on est allé quand même, il n'y a pas une seconde où je me suis senti en danger. Non, Hey, Père Jean, ben, Gildor, Père Jean, ouais, vous connaissez, ouais. Bon, il y a comme une aura extrêmement... On vous a même interpellé à maintes reprises, oui. On est allé regarder la cellule, une des cellules où Richard Blas a été incarcéré, j'ai dû interpréter ce rôle-là. Père Jean, t'aimerais-tu ça voir ça? Je dis, certainement. On arrive, et le gars qui est dans la cellule me dit, Gildor, c'est la dernière personne que j'ai vue en liberté. Comment ça? Je m'en rappelle pas. Il était venu voir mon show au Spectrum, et après le spectacle, il s'était fait arrêter. Depuis ce temps-là qu'il est en dedans. C'est le souvenir qu'il y a de moi. Et je te salue, mon vieux. Est-ce que certains prisonniers ont pensé que vous deviez faire la recherche pour un rôle? Oui, il y en a un qui m'a crié. Il était dans un niveau assez haut et dans un niveau assez gros aussi. Et Gildor, tu t'en viens voir c'est quoi des vrais bandits?
Oui, je me sens bien. Cette peinture avec les gros bras, comme ils les appellent, ça aussi, c'est remarquable. C'est ça, mais tout est adapté. Et tout ce qu'il dit, même quand il raconte des farces, il ramène toujours ça à son ministère, à l'amour. Oui, oui, oui. C'est le mot-clé chez ce personnage-là, c'est l'amour. Oui. Et d'une façon très subtile, il le ramène toujours à l'amour, à Jésus et tout ça. Mais il ne le fait pas d'une façon pour s'imposer, au contraire. Il le fait avec un naturel déconcertant. Et je pense qu'il serait malvenu en milieu carcéral Oui, d'essayer de promouvoir s'imposer avec sa Dieu religion. vengeur. Exactement. Alors, il faut y aller avec la... Il a parlé, et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, il a parlé, bien sûr, il a dit, je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Lorsque vous avez parlé de la réhabilitation, il a glissé là-dessus parce que vous avez dit, écoutez, vous devez savoir qu'il y a qu'on récidive ici, vous les voyez, après 2-3 ans, ils sortent et ils reviennent, quoi, et tout ça. Est-ce qu'il croit à la réhabilitation? Oui, parce qu'il l'a vu, et ça se peut, la réhabilitation. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement lucide et du même souffle, il va vous dire que la réhabilitation, c'est pas possible pour tout le monde. Il y a un gros pourcentage de gars qui sont irréhabilitables, en tout cas, je crois que c'est ça. Oui. Et ça, il en est bien conscient, mais... Il est réaliste là-dessus. Absolument, oui. Ah non, il rêve pas, hein. Il a vu la mort, il sait Ouais. c'est quoi la violence. Mais ceci dit, il serait malhonnête de ne pas donner tout ce qu'il y a pour réhabiliter les quelques gars qui sont réhabilitables. Et lui, il était mis sur la terre pour ça, c'est ça qu'il veut. Alors, il le fait. Écoutez, en guise de conclusion, avez-vous eu l'impression, en faisant ce reportage, qu'il y avait un enrichissement personnel pour vous, Gilda? Vous semblez avoir beaucoup d'admiration pour cet homme. Absolument. Comme je vous le disais au début, je ne suis pas quelqu'un de très pratiquant. J'imagine que j'ai certaines croyances qui ne sont pas très définies dans ma tête même. Mais je vous avoue qu'au contact d'un homme comme ça m'a fait me poser des questions. Ça vous a touché. Oui, je dirais pas que je suis un born-again Gildor, là, mais ça fait réfléchir. Du beau travail, Gilda. Je vous remercie. Félicitations, merci. On va s'arrêter pour une pause. On revient avec Vreni Surin. Quand on reçoit une fille, on leur fait pas miroiter quelque chose, on leur dit carrément non, c'est non ou oui avec nous. Et la plupart du temps, c'est non, malheureusement. Ah oui. Ça fait 6 semaines que je parcours le sud de la Californie. Je viens de quitter Sun City. Il fait 38 à l'ombre. Puis ça fait des mois qu'il n'y a pas plu. Il fait chaud longtemps. Lucky Lager, inspiré d'une recette originale de Californie, elle est brassée dans le but d'obtenir un goût rafraîchissant. Lucky Lager, un goût de Californie qui rafraîchit. Il fait tellement chaud qu'ils mettent des ventilos après le poteau. La porte de la Mauricie, l'endroit idéal pour vos réceptions. Un événement spécial. Une réunion d'affaires. Un anniversaire. Réservé dès maintenant. La porte de la Mauricie, sortie 174 à Yamachiche. C'est amusant la nuit entre un athlète et une mannequin. On a besoin d'un coach, puis dans mon cas, c'est ma mère qui est mon coach. Ma famille, mon coach, il me donne plein de conseils. Tu es la lumière de mon tunnel. La cerise sur mon Sunday. La perle rare dans l'océan de mon bonheur. Tu es la bulle dans ma coupe de champagne. L'assouplisseur dans mon cycle de restage. Avec le tout nouveau plan d'économie Maxi de Sprint Canada, vous pouvez appeler partout au Canada pour seulement 15 cents la minute. Peu importe le nombre d'appels, peu importe quand, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Allô? Sprint Canada, le maximum à prix minimum. Vous recherchez un plat d'accompagnement pour vous et vos enfants? Voici les plats d'accompagnement pâtes et sauces de Kraft. Essayez le nouveau plat fines herbes et tomates à l'italienne. Un duo de coquilles et de sauce à l'italienne, préparé avec de délicieuses tomates, du basilic, de l'origan et du bon cheddar blanc Kraft. Vous avez là un plat irrésistible qui rehausse tout ce qui l'accompagne et plaît aux plus difficiles. Les plats d'accompagnement pâtes et sauces de Kraft. Il y en a pour tous les goûts. Les nouveaux fines herbes et tomates à l'italienne, crémeux à l'ail et le traditionnel Alfredo. Jean Charest propose de relancer l'économie de façon durable. Je crois au développement et je suis prêt à entreprendre ce mandat en favorisant la création d'emplois à long terme. Que l'avenir commence maintenant avec Yves Saint-Amand dans Champlain. Les gens possédaient tellement de choses sur la station qu'ils se sentent démunis sur G889. Ce n'est pas facile de changer ses habitudes, mais je sais que j'y arriverai. Voilà, je crois qu'on a besoin de choses simples pour survivre. Si on apprenait à vivre ensemble dans l'harmonie,
On pourrait être heureux sur G889. Terre bleue, ce mardi 19h à TVA. Dans notre deuxième reportage, nous allons visiter le monde du mannequin professionnel. Un monde très difficile et même étrange quelquefois, où les sacrifices sont très grands pour réussir. On doit être mince, on doit s'imposer de nombreux sacrifices, de l'exercice constant et surtout surveiller ce que j'appellerais la compétition. En effet, l'accent est donné de plus en plus sur la jeunesse dans ce domaine. Il est donc difficile de se tenir comme top modèle, c'est l'expression qu'on emploie. Au Québec, on dit qu'il y a environ 500 mannequins professionnels, mais seulement 50 à peine peuvent vivre largement de leur métier. Le sujet, mannequin professionnel, notre reporter, Bruni Surin. Il ne faut pas oublier qu'on vend du rêve. Que ce soit les magazines, les couvertures de magazines, les consommateurs, les designers, tout ce qu'ils essaient de vendre, c'est du rêve. Et puis, le rêve, pour les gens en général, ben, c'est une fille qui est extraordinairement belle et qui, à la limite, qui n'est pas réelle. Ça a commencé quand j'étais très jeune. Dès que j'étais née, ma mère m'a mis dans un ad pour Johnson's Baby, le truc pour lui et tout ça comme ça. Alors, j'ai vu le petit bébé de Johnson's, OK? Plus tard, ma mère, elle était toujours mannequin quand j'étais petite. Elle voulait me prendre de l'école et m'amener à Paris et commencer ma carrière quand j'avais 10 ans, quoi. Et c'était un petit moment difficile pour mes parents parce que ma mère voulait que j'aille et mon père voulait que je reste à Montréal et finir mes études. Mais à 12 ans, tu commences pas à faire un métier, tu vois. De 16 ans à 18 ans, je travaillais ici, puis j'allais aller-retour New York. Mais à 18 ans, ça y est. Ah ouais? Oui. Ça devait être difficile? Non, pas du tout. Mes parents se sont divorcés avant ça et mon père faisait d'autres choses. Et en plus, j'étais un peu... Parce que j'ai voyagé, puis j'ai travaillé à 16 ans, j'étais très mature pour mon âge. Et j'avais acheté déjà ma voiture, j'avais un appartement, j'avais un copain. C'était très indépendant? Ah oui. Bon, quand on regarde les mannequins comme à New York ou à Paris ou à Montréal, il y en a des milliers. Il y en a trop. Puis il y en a beaucoup, il y en a trop. Il y en a trop. Mais je veux dire que ceux qui peuvent faire vraiment carrière et avoir une rémunération... Maybe 5%. Mais le reste, ils font quoi? Je sais que ce qui nous arrive, là, c'est que tous les filles mannequins qui se ramassent à Miami, ils ne sont pas vraiment des vrais mannequins. Ils ont quelques photos dans leur book. Bon. Ça veut dire quoi, vrai mannequin? Ça veut dire que quand les clients, genre d'Allemagne, qui nous payaient 3 000, 4 000, 5 000 $ par jour, qui se sont ramassés à Miami, il y avait tellement de filles qui se ramassaient là, qu'ils avaient le choix de prendre n'importe quelle fille, et parce qu'il y en avait tellement qui voulaient la job, tu pouvais leur payer peut-être 600 ou 700. Parce que 600, 700, c'est plus que zéro. Il y en a beaucoup de belles filles, de beaux mannequins sur le marché. Ce qui fait que quand il y en a une autre qui arrive, une nouvelle, si elle veut percer, il faut au moins qu'elle soit aussi bonne que les autres qui sont déjà en place. Donc, ces critères-là, oui, doivent être respectés. 5, 8, 5, 9. 5'9", c'est la grandeur idéale. 5'9", 5'10". Être très mince, des jambes très longues, très fines, structure de visage bien particulière, des pommettes assez saillantes, une bonne mâchoire, des yeux pas trop renfoncés, un nez pas trop large, des bonnes lèvres. Je continue? Non, mais je veux dire, ces critères-là, c'est qui détermine ça, ces critères-là? C'est pas... En fait, non, sauf que c'est l'industrie, j'imagine que ça s'est développé à travers le 20e siècle. On en est venu à certains critères de beauté. Chaque période, à travers l'histoire, a des critères différents de beauté. C'est à partir de quel moment tu as commencé à faire ces photos-là? Ça, c'était mon premier test il y a 7 mois avec l'agence Giovanni, quand j'ai débuté avec l'agence. Puis c'était mes premières photos. J'étais bien contente. J'étais toute énervée de voir le premier résultat.
Parce que une des premières choses importantes en métier de mannequin, c'est voir si tu sors bien en photo. Ça a débuté par pur hasard, puisque j'avais un copain à Québec qui était à l'agence Giovanni ici, puis il m'a proposé de faire de la photo, puis il m'a dit « Va voir l'agence Giovanni, ça va bien aller, c'est un potentiel. » Moi, j'avais jamais pensé à ça, réellement, j'avais jamais pensé à ça. Mais pourquoi? Pourquoi ça tient exactement? Pourquoi ça tient? Seigneur, il y a une question, c'est difficile pour moi de le dire en mots, mais une chose que je peux vous dire, c'est que avec toute mon expérience, mon bagage, très souvent, quand on voit une fille rentrer, il y a des fois tout de suite où il y a un oui. Oui, ça a été un oui tout de suite pour elle. Sathya avait une saveur qui peut plaire à tous. Je parle en termes de marché, là, des gens qui consomment, mais en même temps en ayant ce petit quelque chose de différent des autres. J'envisage premièrement de déménager à l'extérieur du Canada, soit vers New York ou en Europe. Puis je veux continuer à étudier. Sûrement, je vais apprendre une troisième langue. J'aime beaucoup les langues. Je vais apprendre l'allemand. Pour l'année prochaine, vous avez l'intention de déménager peut-être à New York ou à Paris? On va être obligé de faire une transition définitivement à New York, probablement au départ. Je la trouve un petit peu jeune pour se rendre seule et vivre à New York. Alors, on est en préparation pour ouvrir encore une fois ces portes-là. Moi, j'ai fini à faire mes trucs à Paris, puis faire mes castings. Moi, j'ai fini avec ça. Moi, ça me prend la tête complètement. J'ai pas besoin d'avoir ça maintenant. Et j'ai passé tellement de choses que c'est faire des affaires. It's like continuously doing the same thing over and over. I mean, hello, you know, il faut expand, you become a woman. Il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes à toi. Et you get things boring, you know? Donc, en fin de compte, c'est un sacrifice, entre parenthèses, pour Sathya et aussi pour les parents, donc parce que vous la suivez aussi. Donc, laissez votre environnement. C'est notre choix. Peut-être qu'il y a des parents qui ne feraient pas ça. Nous, on est une famille très liée. On est très près les uns des autres. On se consulte beaucoup. Par rapport à tes parents, ta mère aussi, elle peut te coacher, en parenthèse, si on peut dire, à ce niveau-là aussi. Est-ce que c'est vraiment ça? Tout à fait. C'est amusant, le lien entre un athlète et une mannequin. On a besoin d'un coach, puis dans mon cas, c'est ma mère qui est mon coach. Ma famille, mon coach, il me donne plein de conseils parce que j'ai pas le bagage à cet exemple d'un adulte. J'ai besoin de me faire coacher pour prendre les bonnes voies. C'est quoi les mauvaises expériences? Oh, God, I don't even know where to begin. J'avais tellement de mauvais moments. J'avais des moments où, j'avais une attitude terrible quand j'étais jeune. Parce que si j'aimais pas quelque chose, comme un vêtement, je le disais. Même si the designer was here, that's ugly. Ah ouais? C'est parce que j'en me rends souvent construite en bois, donc depuis 50, 60